Je suis très heureux de vous retrouver en ce moment précis sur votre télévision, Ecofin Télévision, pour un tout nouveau numéro de votre magazine Les Débats. Les débats qui vont revenir aujourd'hui sur trois thèmes principaux avec lesquels nous allons devoir développer cette émission au cours des 30 prochaines minutes. Nous parlerons de la question d'actualité, la guerre entre la RDC et les mouvements rebelles du M23 sous couvert par le Rwanda, soutenu en tout cas militairement et logistiquement par le gouvernement rwandais. Nous allons en parler dans cette émission et puis nous reviendrons sur la loi budgétaire pour l'exercice 2023 présentée à l'Assemblée nationale le week-end dernier, en début en tout cas du week-end dernier, par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, un budget évalué à plus de 14 milliards de dollars américains, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous reviendrons sur l'administration publique en RDC, la fonction publique chapeautée par Jean-Pierre Liaou. Est-il réellement l'homme de la situation avec toutes ces réformes qu'il a entamées? Nous allons essayer en tout cas d'échanger autour de tous ces sujets avec l'invité de ce jour. Il s'agit de Monsieur Fidèle Nsenga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national des ACD, Action citoyenne pour le développement. Une fois de plus, merci donc d'avoir accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous allons y aller directement sans tarder à notre premier thème. Le week-end dernier, pendant que tout s'est passé, tout semblait en tout cas se passer bien sur le terrain, on parlait dans la presse tant nationale qu'internationale d'une offensive de l'armée de la RDC, les FARDC, sur les terroristes du M23 qui occupaient jusqu'au week-end dernier Bunagana. Quelque temps après, on entend que ce sont les terroristes du M23 qui occupent désormais quelques autres localités supplémentaires dans le territoire des Rutshuru, notamment Kiwanja et Rutshuru Centre. Le gouvernement de la République qui s'est décidé en rétorsion, en expulsant l'ambassadeur du Rwanda. Comment avez-vous trouvé cette décision? Merci beaucoup Patrick pour la question. Moi je pense que c'est une décision très légitime. Après ce qui se passe à l'Est, le gouvernement ne pouvait apaiser la population en prenant cette décision. Parce que c'est une décision qui est venue malheureusement tardivement, parce que plusieurs experts avaient démontré depuis longtemps qu'il fallait expulser l'ambassadeur qui était du reste très éloquent, et malgré que son pays attaquait une partie de notre pays, mais il s'est baladé comme si de rien n'était, et voilà que plusieurs structures demandaient son expulsion depuis très longtemps, mais les gouvernements, tellement et continuer encore de négocier avec le gouvernement rwandais, pensaient qu'il était nécessaire que M. Karega reste ici. Et après ce qu'il y a eu à Kiwanja et Rutshuru, je pense que la décision que le gouvernement venait de prendre, c'est une décision quelque part qui apaise les tensions. Vous pensez que la décision de la population, c'est simplement pour apaiser les tensions ou c'est une logique de trouver une solution durable à la question de l'Est? Justement, même si on doit trouver une solution durable, nous devons être dans une position de force. On ne peut pas aller trouver la solution durable. Vous parlez de la poursuite des négociations. Nous devons bien sûr négocier, mais avec Karega et expulser. Parce que si nous négocions, quel sera maintenant le cadre de négociation? Tant qu'il n'y a plus d'ambassadeur, c'est supposé, d'ailleurs c'est déjà connu, il n'y a plus de relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Quel sera le cadre des dialogues entre les deux pays? Bon, moi je pense que l'essentiel, d'abord nous devons nous poser la question, est-ce que nous devons promouvoir dans l'état actuel où les choses se passent à l'Est les dialogues, ou soit nous devons aussi attaquer? C'est là où d'ailleurs je vais rétorquer à une réaction que j'ai suivie du ministre à la communication, où il est en train de dire on a documenté, c'est les Rwandais qui soutiennent les M23. Je pense que nous ne sommes pas à l'étape où nous devons donner
de telles déclarations en quelque sorte qui a tendance de friser une faiblesse de notre gouvernement. Mais par contre, nous saluons la décision de l'expulsion des Karega du point de vue diplomatique, mais du point de vue militaire, le gouvernement doit, par l'entremise du ministère de la Défense, mettre tous les moyens nécessaires à l'armée pour qu'on attaque, au lieu de donner des déclarations qui exposent un tout petit peu les faiblesses de notre gouvernement, comme j'ai suivi cela. Nous devons par contre soutenir les efforts de nos FARDC, soutenir bien sûr les efforts aussi du chef de l'État dans la recherche des solutions dans cela, plutôt que de donner des déclarations qui justement exposent notre pays et les faiblesses de notre pays. Et justement, l'armée de la RDC qui est au front, qui combat, qui met tout en œuvre en tout cas pour déloger ces terroristes du M23 qui sont décidés et aussi d'aller très loin, notamment jusqu'à aller à Goma. Quelles pourront être les conséquences si ces derniers parvenaient à occuper Goma? Les conséquences seront incalculables. Déjà, à ce niveau ici, avec les 3 mois qui venaient de passer à Bunagana, vous connaissez déjà comment ces populations-là ont vécu. Aujourd'hui, les populations de Rutshuru et de Kiwanja souffrent. Et que dire maintenant de la grande agglomération comme Goma? Donc, il y aura des conséquences incalculables. D'ailleurs, avant l'émission, je venais de suivre un élément. Les députés, les caucus des députés du Nord Kivu venaient de lancer un appel à l'aide humanitaire pour ces populations, et même pour Goma, bien qu'ils ne sont pas encore à Goma, mais ce qui se passe à Kiwanja et à Rutshuru crée déjà une psychose. Aujourd'hui, plus de 200 écoles n'ont pas ouvert, tout simplement parce que les parents, d'une part, ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, et les enfants eux-mêmes ont peur. Donc ça crée une psychose à telle enseigne qu'il y a des déplacements forcés déjà aujourd'hui au niveau des Goma, ce qui pousse ces caucus de députés de lancer cet appel à l'aide humanitaire. Donc, je vous confirme que si ils arrivent à pénétrer, les conséquences seront incalculables. Mais nous croyons, nous sommes patriotes, nous croyons dans les efforts conjugués par nos forces armées parce qu'ils doivent être rassurés que la population est derrière eux dans tout ce qu'ils sont en train de mener comme combat. Vous pensez que la RDC doit carrément déclarer la guerre au Rwanda au niveau où la situation est arrivée, l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, les multiples accusations du gouvernement congolais contre le régime de Kigali sur le plan international? Ne pensez-vous pas que la guerre serait l'ultime solution pour mettre complètement fin à cette question? Une guerre contre le Rwanda. En tant que Congolais, je pense que c'est bien. Et je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on déclare la guerre même aujourd'hui, mais en tant qu'analyste politique particulièrement, je pense qu'il y a plusieurs modalités, qu'il y a plusieurs préalables. Si on déclarait aujourd'hui la guerre, est-ce que notre armée a tout le matériel nécessaire pour faire face aux M23 qui sont armés par les Rwandais? Vous le savez aussi, les Rwandais, derrière les Rwandais, il y a des grandes puissances. Donc, il y a une grande question. C'est une question très délicate qui doit être traitée avec beaucoup d'intelligence. Et ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, vous pensez que ce sont ces mêmes grandes puissances qui sont en train de bloquer la levée de l'embargo sur les armes? Justement, ce sont des pyromanes. Justement, ce sont des pyromanes. Ce sont eux. Et justement, nous allons parler de cette autre question, la diplomatie justement de la RDC qui est menée sur le plan international avec le président Félix Tshisekedi. Nous l'avons vu en fin de semaine dernière, les États-Unis qui ont nommément cité le Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant le pays qui soutient logistiquement et militairement le M23. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, il y a la ministre belge des Affaires étrangères qui a cité également le Rwanda, qui a demandé au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles du M23. Et donc aujourd'hui, sur le plan international, sur le plan diplomatique, la RDC semble gagner du terrain. Mais qu'est-ce qui bloque pour que le Rwanda puisse fléchir? Merci beaucoup. Je suis d'abord très reconnaissant envers les efforts conjugués par les chefs de l'État. Si aujourd'hui ces grandes puissances qui du reste jouent un double jeu par rapport à notre agression de l'Est, commencent au moins à se prononcer. Mais je pense que ce sont des prononciations hypocrites. Ce sont des déclarations politiques. Vous voyez, aujourd'hui l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Les États-Unis
ne condamne pas seulement par des mots. Ils envoient aussi des armements. La France ne condamne pas seulement par des mots. La Belgique, c'est quand même la capitale de l'Union européenne. Vous connaissez, si on doit estimer en termes de budget, l'argent qu'on a décaissé à l'Ukraine pour faire face à la Russie, c'est 2 milliards, pas moins de 30 milliards. Mais les États-Unis ont reconnu, d'accord. Donc ça se limite seulement à une déclaration. Pourquoi on n'a pas envoyé les drones qu'on envoie en Ukraine pour faire face à la Russie? Je pense que la sincérité voudrait que si la France reconnaisse, si les États-Unis citent nommément, si la Belgique l'a fait aujourd'hui, qu'on puisse nous accompagner militairement et financièrement. Nos soldats ont besoin de motivation. Cela nécessite quoi? Beaucoup de moyens. Nous avons besoin de l'argent. Si Zelensky aujourd'hui continue encore à faire face, à parler à tout moment, parce que l'Union européenne là, l'Union européenne plutôt, les États-Unis, notamment la France et la Belgique, donnent chaque semaine de l'argent. Zelensky ne manque pas 1 milliard de soutien. Mais pourquoi pour nous? Nous sommes d'abord un pays en développement. Vous reconnaissez que nous sommes agressés. Pourquoi ne pas donner maintenant le moyen? Vous reconnaissez que nous sommes agressés. Pourquoi garder l'embargo? Donc ce sont des reconnaissances hypocrites quelque part. Et justement, parce que vous parlez de reconnaissance hypocrite, vous ne pensez pas que la solution diplomatique à cette question est plutôt en Afrique qu'au-delà du continent africain? En parlant notamment, je vais emprunter les mots du député national Thomas Louaka, qui pense, lui, que la solution, il faudrait que la RDC parvienne à convaincre l'initiative régionale de l'Afrique, cette organisation qui a été mise en place après le génocide au Rwanda, qui regroupe le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Tanzanie et tous ces pays de la sous-région, l'Afrique du Sud notamment. Ouais. Vous ne pensez pas qu'il faut d'abord commencer, comme pense Thomas Louaka, à convaincre ces pays-là pour que cette question de la guerre à l'Est puisse complètement prendre fin? Justement, il faut convaincre ces pays-là, mais au niveau il y a certains dirigeants de ces pays, malheureusement, qui sont à la merci de ceux qui financent, des puissances qui financent la guerre de l'Est à travers les M23. Vous voyez par exemple, l'Union africaine n'a jamais, que le président Macky Sall est à la tête de l'Union africaine, n'a jamais vraiment s'opposer, ne s'est jamais opposé farouchement à ce qui se passe au niveau de l'Est, à travers le M23. Nous étions au Conseil de sécurité. Tous les pays ont condamné. Les pays d'ailleurs très éloignés de notre pays. Mais l'Union africaine, lui, Macky Sall, il est passé sur le litrin du Conseil de sécurité. Il avait tout parlé, sauf de la situation de la RDC. Mais par contre, nous avons vu... Il y a eu, pour vous parachever, il y a eu un communiqué de l'Union africaine co-signé par Macky Sall et Moussa Faki Mahamat. Oui, il demande la cessation, le dialogue, notamment dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, pour vous dire que même si nous voulons commencer en Afrique aussi, il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie parce que Macky Sall, dont il est question, il voit aujourd'hui que la RDC est réellement sous menace. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On pouvait aussi organiser cette armée-là qu'on a organisée avec les hypocrites, les LAC là. C'est Macky Sall au niveau de l'Union africaine qui devait prendre l'initiative d'organiser une armée mixte pour aller mettre fin à cette guerre-là. Malheureusement, c'est ici pour moi d'implorer peut-être ou de demander au chef de l'État, au ministre des Affaires étrangères, de nouer plus avec la Russie. Je pense que la Russie peut aider la RDC dans les contextes actuels aujourd'hui. Parce que là, nous devons payer des armes. Ce sont le Nous allons payer les armes, mais est-ce que vous comptez au moins les conséquences qui vont s'en suivre avec toute l'isolation sur le plan international qui peut s'abattre sur la RDC? Bon, ça c'est un autre thème. Je pense que nous ne serons pas isolés parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe déjà d'ailleurs en Ukraine, je vous dis que l'ordre mondial est en train d'être revisité. Mais pour revenir à notre dossier, pour vous dire que en Afrique, si on doit commencer en Afrique, sachez qu'en Afrique, il y a aussi des présidents qui sont à la merci des puissances qui financent les Rwandais. Les Rwandais sont tous financent les M23. Il y a où les efforts doivent plus être conjugués au niveau national. Nous devons rester d'abord unis en tant que Congolais. En tant que nation, nous devons d'abord mettre de côté toutes nos divergences, être derrière nos phares d'essai. Parce que même si on doit aller
Du point de vue numérique, les Rwandais, on peut financer comme ils veulent. Mais si nous décidons aujourd'hui, Nord Kivu, Sud Kivu, que nous entrons au niveau du Rwanda, mais on va faire disparaître cette population, soit ces territoires en une journée. Donc, nous devons rester unis. Justement, le Rwanda, avec c'est un peu plus de 17 millions d'habitants, voilà. L'ensemble des habitants de Kinshasa, probablement, avec une superficie qui ne fait pas la taille de la province du Nord Kivu, voilà. Avec un budget annuel de 4 milliards de dollars, avec nous en avons presque 15 millions de dollars, avec une armée qui ne compte que quelques 36 000 hommes, avec la RDC en face, avec une armée qui a plus de 100 000 hommes. Ce sont des atouts numériques aussi. Qu'est-ce qui bloque jusque-là? Mais il y a quand même une certaine opinion qui pense que la guerre de l'Est, celle en tout cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une guerre menée contre Félix Antoine Tshisekedi à la suite de sa décision de mettre en vente les blocs pétroliers et gaziers. Tout est possible. Tout est possible. Par les grandes puissances notamment qui se sont farouchement opposées. Vous savez, quand on a lancé les 27 blocs pétroliers, ce sont les ONG internationales qui est financé par le multinational, par des grandes puissances en question qui se sont opposées farouchement. Mais la réponse du gouvernement était aussi catégorique parce que nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas nous obliger de conserver la biodiversité ou soit l'environnement, mais vous êtes le premier pollueur et vous n'indemnisez pas la population. La population aujourd'hui vit dans une misère très avancée. Donc, en lançant ces blocs pétroliers, une fois qu'on commence à extraire ce pétrole, je pense que cela pourrait tant soit peu améliorer la situation de nos populations. Malheureusement, cela n'est pas d'avis avec la plupart de ces grandes puissances. D'où, au regard de ce que je venais de donner comme explication, je peux peut-être cautionner à 50% à cette thèse. Ça peut être possible. Ça peut être également possible. En tout cas, rien n'est à exclure à ce niveau de débat, en tout cas. Mais ce n'est pas seulement la guerre contre Tshisekedi, c'est la guerre contre les Congolais. Tout à fait. La guerre contre la RDC, contre tout le peuple congolais, ouais. Ça c'est sûr. Alors, nous allons passer au deuxième thème de notre émission aujourd'hui. Le week-end dernier, le vendredi dernier pour être précis, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé défendre au Parlement national un budget, la loi sur le projet de loi des finances 2023, chiffré à 14,6 milliards de dollars, pratiquement 15 milliards de dollars américains, une première dans l'histoire de la RDC. Comment l'avez-vous trouvé? Nous ne pouvons que, en tant que patriotes, en tant que républicains, en tout cas, nous avons félicité le Premier ministre. C'est quand même une prouesse qui nécessite les encouragements de tout Congolais qui se veut républicain. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que le budget est pratiquement prévisionnel. On peut voir. Est-ce qu'on va réaliser cela? Ça, c'est la première question. Et même si on réalisait ces budgets-là, qu'en est-il du social de la population? Le problème, ce n'est pas le chiffre. Le problème, c'est le contenu, ce qui se retrouve à l'intérieur de cette loi-là. Qu'est-ce qu'on a prévu en termes de social? Qu'est-ce qu'on a apporté de plus pour améliorer le panier de la ménagère? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on a ajouté avec ces gros budgets-là? 14 milliards, 15 milliards. Par rapport à la guerre qu'on a à l'Est, on a alloué combien d'argent? À l'armée notamment. À l'armée. On a diminué combien d'argent à nos députés qui, à tort ou à raison, on dit qu'ils toucheraient 21 000 dollars. En tout cas, face à la clameur publique, j'estime que nous félicitons ces chiffres-là, nous félicitons le Premier ministre pour ces chiffres avancés. Mais nous aimerions peut-être nous ressourcer davantage plus pour connaître, pour savoir les retombées que ces budgets aura sur la dimension sociale. Justement, parce que vous parlez de la dimension sociale, ce budget, parce que nous, au niveau des Ecofin Télévision, nous avons eu accès aux documents, il est prévu notamment une réduction du train de vie des institutions de 30% comparativement
à l'année qui vient, qui va bientôt prendre fin, 2022. Et il y a eu également un accroissement de crédits alloués aux investissements de 45,8%, ce qui représente un peu plus de 37% comparativement, plus de 37% comparativement à 2022. Nous savons que les investissements, c'est par là que le gouvernement passe pour faire ressentir à la population les désidératas justement de ce budget-là. Vous ne pensez pas que c'est quand même quelque chose de louable? Non, c'est très louable, mais au regard du contexte actuel, j'aimerais peut-être, si vous, à votre niveau, vous avez encore des chiffres, vous pouvez nous avancer les chiffres sur l'armée, la défense nationale, dans ces budgets de 15 milliards, vous pouvez nous avancer les chiffres sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants, moi je suis fils d'un enseignant, en tout cas mon papa a moins de 600 000 francs. Je ne cite pas l'école, mon papa a moins de 600 000 francs. À l'éducation, on a réservé combien? Et on a réduit, il ne faut pas seulement peut-être dire qu'on a réduit au niveau des institutions 30%. Un député particulièrement va toucher combien dans le budget 2000? Tout est mentionné là-bas. Par rapport à l'augmentation sur le volet social et investissement, c'est très important, mais nous insistons plus. Il faudrait que ce qu'on nous donne comme chiffre puisse commencer à correspondre avec la réalité, le vécu quotidien, la réalité. Récemment, nous avons vu le recette, on a mobilisé 4 millions. Nous avons félicité. D'ailleurs, c'est par ici pour moi l'occasion de féliciter. Si cela a été possible, c'est notamment grâce au travail des titans conjugués par un patriote qu'on appelle Gilles Alinguetti. Bien sûr. Vous connaissez qu'il y a eu beaucoup de choses, des mafias qui s'est passé au niveau de notre pays. Et cet homme, il mérite nos encouragements parce qu'on ne pouvait pas accepter que, par exemple, dans une institution, il est prévu qu'un directeur général puisse toucher 5 000 $. Mais il se crée des rubriques où il se retrouve à la fin du mois avec 50 000 $, sans compter les détournements. Mais Gilles Alinguetti, il est cet homme qui est venu mettre terme à cela. Et si aujourd'hui nous avons vu cette augmentation, c'est justement grâce à lui. Même avec sa patrouille financière, avec sa patrouille financière, bloque pratiquement. Et je l'encourage, j'encourage cette institution, d'aller fouiller encore dans les institutions là où il n'est pas encore passé. En l'occurrence, par exemple, la présidence de la République. Les gens confondent malheureusement. Ils prennent tout politiquement. Quand on parle de la présidence de la République, ce n'est pas le président de la République. Celui qui gère l'argent, ce n'est pas le président de la République. L'Assemblée nationale, celui qui gère l'argent, ce n'est pas l'honorable président Bosso. C'est toute une institution. On doit regarder partout. Il y a aussi des entreprises. Là où l'IGF n'est pas encore allé, nous, en tant qu'ACD, nous encourageons l'inspecteur de finances d'aller partout, même dans les provinces. Et nous allons encore peut-être avoir la chance réellement de réaliser ces budgets-là. Mais malheureusement, même si on réalisait ces budgets, nous avons un peu l'inquiétude quant à le volet social. Parce qu'on a parlé de 4 milliards, oui, moi particulièrement, je suis de ceux-là qui soutient vraiment ce travail, mais malheureusement, la vie des Congolais n'a pas changé. Nous voyons des grèves un peu partout. Et c'est ça, c'est justement la réalité aujourd'hui. Concernant toujours ces budgets, certains élus de l'opposition, du FCC en particulier, pensent qu'il y a eu répartition inégale des ressources publiques. Est-ce que vous partagez leur avis? Ça, c'est de l'opposition. Vous avez bien dit, c'est de l'opposition. Je partage l'avis dans le sens que je venais de dire ici, l'armée, je pense que sur 100% du budget, l'armée devait occuper, à mon sens, même 40%. Une part importante. Une part importante. Malheureusement, ce sont toujours les institutions politiques. Les institutions politiques, à mon sens, pouvaient prendre même 5%. Parce que c'est une minorité contre la majorité. Vous savez, quand on parle des institutions politiques, on voit qui? On voit l'institution présidence. On voit le Parlement. On voit le cours des tribunaux et tout consort. À eux seuls, si on additionnait le membre, les corps qui composent ces institutions-là, ils sont moins de 5 000. Mais ils touchent combien? Prenez l'Assemblée nationale. Ils sont à 500 personnes. Le Sénat,
102. Mais lorsque vous prenez le budget mensuel de ces 2 chambres, par exemple, vous comparez au salaire des enseignants des 100 écoles. Vous allez vous étonner. On ne refuse pas qu'ils touchent. Mais on doit aussi redéfinir. Je pense que dans ces budgets-là, on a essayé de redéfinir la politique, la dimension salariale, justement, pour mettre à l'aise tout le monde. Si les députés, on lui donne 21 000 $, à un enseignant, on peut lui garantir ne fût-ce que 1 000 $. 1 500, 2 000, c'est normal. C'est normal. Et on va très rapidement passer à notre dernier thème de cette émission. Jean-Pierre, fonction publique en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Liaou est-il l'homme de la situation? Ça, c'est la première question. Oui, à mon sens, c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Nous avons vu, quand il est venu, il y a eu plusieurs ministres qui se sont succédés. Je ne sais pas citer les noms, ils se sont succédés. Notre pays, la dernière réforme de l'administration publique est intervenue, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 2002-2003. De 2002-2003, il n'y a jamais eu une réforme. Il y a eu plusieurs ministres qui se sont succédés. Ils n'ont pas pensé à réformer l'administration. Mais l'homme, quand il est venu, la première des choses, il a placé d'abord son mandat sous le dialogue social. Vous connaissez, gérer ces ministères, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs tensions, plusieurs grèves. Mais il a placé son mandat sous le régime du dialogue social. Et il a réuni les syndicats nationaux. Il a parlé avec eux. Et je pense que aujourd'hui, vous êtes en train de voir qu'il y a moins de revendications. Non seulement ça, il a dit qu'on parle qu'il y a beaucoup d'agents de l'État. Mais qui sont réellement les agents de l'État et qui ne le sont pas? C'est qu'il a poussé d'abord de passer à l'identification qui a débuté dans le Congo central. Non, ça n'a pas débuté. Le Congo central n'est qu'une province. Ça a déjà été fait dans les Kasaï. Ça a déjà été fait au niveau de Bunia, de Kisangani. Identification biométrique, bien sûr. Pour constituer une base de données qui permettra au moins à l'État d'avoir un nombre réel. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose que l'État a combien de fonctionnaires, c'est une question difficile. Hein? Mais au moins, lui, nous l'avons suivi une fois sur Top Congo, on lui a posé, il a avancé un chiffre, bien que non exhaustif, parce que le processus d'identification est en cours. Et d'ailleurs, ça n'a pas commencé avec Jean-Pierre Liaou, ça a commencé très longtemps avec ses prédécesseurs. Mais est-ce que vous pensez que ça sera, cette fois, c'est la bonne? Non, nous pensons que cette fois-ci, elle est rationalisée. Ça a commencé avec tout le monde, mais cette fois-ci, nous pensons que c'est la bonne parce qu'elle est rationalisée. Parce que nous parlons de la fonction publique. Il y a plusieurs actions. Il y a eu des gens dans ce pays qui ont eu à travailler pendant 20 ans, 25 ans, 15 ans, sans être mécanisés. Mais quand il est venu, il a procédé à la vérification. Et en 2021, je crois, en décembre, il a eu à mécaniser 22 000 personnes. Pas de mécanisation politique fondée sur des motivations électoralistes, comme nous l'avions connu vers 2017-2018, où on attribuait les numéros matricules à plus même de 100 000 personnes, mais qui malheureusement n'ont jamais touché. Et ce sont des choses qui ont apporté beaucoup de désordre dans l'administration. Et après avoir mécanisé, il a constaté que réellement, il y a des personnes qui doivent aller en retraite. La dernière retraite, vous l'avez connue quand? Je ne suis pas censé vous poser la question, mais si j'avais ces droits-là, je pense que vous me répondrez que... Justement, parce que vous parlez de la retraite, 6 000 agents éligibles justement à la retraite ont rejoint les 4 000 autres dont les ordonnances de fin de carrière ont été signées par le président de la République le mois dernier, c'était le mois d'octobre. Vous pensez que le gouvernement a des fonds nécessaires pour prendre en charge toutes ces personnes qu'il met à la retraite au travers justement du ministère de la fonction publique? Voilà pourquoi j'ai dit que Liaou est l'homme du moment. Parce que toutes les actions qu'il est en train de mener, ce sont des actions bien réfléchies et bien rationalisées. Vous parlez de 6 000 personnes éligibles. Non, c'est pas 6 000. Lui-même, il avait dit qu'il y a
30 000 personnes éligibles. Mais au lieu de les envoyer de manière populiste, du coup, on envoie rationnellement. On a eu envoyé d'abord la première partie, je pense que 4006, je crois 4006 agents. On attend qu'ils perçoivent leurs indemnités, leurs dû, effectivement, et qu'ils soient déversés au niveau de la SENSAP pour qu'on prenne encore une autre partie jusqu'à ce qu'il va atteindre 30 000 personnes. Peut-être, pour répondre maintenant de manière directe à votre question, le gouvernement peut-être n'a pas tous les moyens de donner aux 30 000, mais au moins de manière rationnelle, peut-être qu'il le fait. Le gouvernement peut mettre les gens, peut arriver à mettre tous ces 30 000 personnes à la retraite. Et ça, ce sont des actions que nous, en tant que républicains, devons louer. Et vous, en tant que ACD surtout, Action Citoyen pour le Développement, merci beaucoup, Monsieur Fidèle Nsenga, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi les dossiers sur Ecofin Télévision. C'est la fin pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement sur ces mêmes plateaux pour développer d'autres dossiers. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.